mère et femme. À peu près à cette époque, de la même façon que Françoise nous était apparue, Mamie fit irruption, comme s'il était dit que les êtres disparaissaient ou apparaissaient dans nos vies sans un seul mot d'explication. La mère de mon père tomba comme une météore dans le paysage, massive, impérieuse, une femme dont nous n'avions presque jamais entendu parler, et qui n'avait jamais rencontré les enfants de son fils. De Bretagne, attirée par les titres des journaux qui depuis 1972 évoquaient les grandes affaires qu'instruisait mon père, Mamie songea soudain à descendre à Paris visiter ce fils prodige, qu'elle imaginait accomplir une carrière remplie d'honneur, sans se douter un instant de la vie singulière qu'il menait, encore moins de ce qu'elle lui coûtait. Mamie ne s'intéressait ni aux attentats commis par Carlos, ni au bras d'honneur qu'un certain Jacques Messrine adressait régulièrement à la police, encore moins à l'atmosphère tendue de la rue Claude Bernard. Ce personnage dont j'ignorais l'importance avait donc élevé mon père, fait tout aussi improbable que la façon dont il avait été conçu et qui faisait beaucoup rire ma mère. La chemise à trous, orifice par lequel mon grand-père devait passer pour faire l'amour à sa femme, qu'il ne vit jamais nue, était alors d'usage en Bretagne. Par là, il était possible d'avoir des rapports sexuels et de préserver les époux de désirs superflus. L'image de cette chemise à trous ouvrait sur une scène où j'imaginais mari et femme enchevêtrés dans leur tenue de nuit, en train de se débattre en accéléré comme dans les films de Charlie Chaplin, scène d'autant plus extraordinaire s'agissant des parents de mon père. Penser que j'ai eu un grand-père paternel a toujours été pour moi d'une étrangeté radicale. Mon père enfant n'existe pas, comme s'il n'avait jamais été conçu. Et chaque fois que je dois faire un effort pour me figurer ce fait absolument réel de sa vie, du nourrisson au gamin ayant grandi dans les rues de Brest, chahutant dans une cour d'école, élevé avec ses frères et sœurs, un jour bachelier puis étudiant, je ne sais rien. Une drôle de vie, comme si elle était sans origine et sans passé. Les rares choses que j'ai pu apprendre de son enfance ou de sa famille viennent de ma mère. Il y a l'histoire de René, son plus jeune frère, placé au séminaire, comme c'était la coutume à l'époque en Bretagne, dans les familles nombreuses aux revenus modestes. Il défroqua à 25 ans, par amour pour une jeune femme qu'il épousa. Devenu veuf, le bonheur de cet oncle consista, jusqu'à sa mort, à faire des versions latines. J'ai gardé le souvenir d'un homme aussi digne et discret que mon père, qui m'inspirait un tel respect que j'osais à peine lui adresser la parole. Ils étaient frères, et pourtant, ni mon père, ni René ne m'ont jamais paru unis par l'enfance partagée. Ils vivaient dans un détachement tranquille, étrangement neutre, se portant mutuellement un respect poli, distance qu'ils conservaient toute leur vie et que j'apprendrai à mettre sur le compte d'une extrême pudeur. La seule image qui campe mon père dans sa réalité de jeune homme est son coup de sonnette à la porte de ses futurs beaux-parents au 106 du boulevard Saint-Germain. Quelques secondes avant de rencontrer ma mère. Tout ce qui précède, je l'imagine. Il a dû débarquer un jour de sa Bretagne natale, descendre d'un train, émerger de la fumée d'une locomotive. Il a dû habiter quelque part, dans une pension, dans une chambre de bonne, chez quelqu'un de sa famille. Il a dû avoir des copains, les retrouver dans un bistrot du quartier latin, inviter quelques filles. Tout cela a dû avoir lieu et pourtant, ça ne marche pas. Tout ce que j'imagine glisse à chaque fois. Ces deux épouses, chacune à leur façon, cultivèrent l'image de l'homme tombé du ciel. Quelle figure resta-t-il pour ma mère qui, après son insistance à le quitter, ne refit, comme on dit, jamais sa vie? Elle continua à lui vouer un culte, compilant les articles de presse, jouissant de la réputation de cet homme brillant dont elle avait été la femme. Quant à Françoise, elle repassa jusqu'au bout ses chemises. Je les vis quelquefois minauder devant lui, simagrée de femme enfant, séductrice, traversée par la force de gravité du patriarcat qui, dans ces années-là, maintenait les femmes sur orbite.
Une figure de père doublait toujours celle du mari, autorité à amadouer ou à combattre. Que le mien ait pu être blessé, abîmé par la perte, dévasté par un chagrin d'amour, ne collait pas avec la statue du juge en costume, érigé par le pouvoir et les hautes responsabilités que lui conférait sa fonction. Pour ma mère, comme pour Françoise, la verticalité tant vantée de mon père tenait avant tout de l'institution. À son portrait, pourtant, toujours, la mort s'accroche. L'Algérie lui avait pris son frère, et puis, bien avant lui, en 1944, son père agonisa dans l'odeur asphyxiante de la poudre au milieu des ruines en flammes de l'arsenal de Brest, où il travaillait comme armurier, quand les bombes anglaises ou allemandes le firent exploser. Jamais ma mère ne comprit sa passion des sépultures, ni pourquoi son voyage de noces avait été l'occasion d'une pénible tournée des cimetières bretons, qu'elle supporta sans poser de questions. Formé par la perte, par le tragique qui habite le monde, il retournait vers la mort, sa véritable école. Vivre était violent. Personne ne protégeait personne de la vie. Dieu était mort en Algérie. Seul sous le ciel, l'honneur et la dignité, notion depuis quelque peu embaumée, résidaient pour lui dans notre capacité à supporter le malheur, à nous laisser dévaster, parfois même à tout perdre. Bien plus que l'amidon de ses chemises, cela, avant tout, l'aura tenu debout. Jamais sa liberté, cette forme spéciale de désespoir qui, loin de l'abattre, faisait son énergie, lui donnant cette pâleur incandescente qui illumine la photo de ses 30 ans et le rend si vivant. Grave aussi, empreint d'une mélancolie profonde, étrangement douce, comme si tout avait déjà eu lieu et qu'alors on pouvait commencer. Toute cette souffrance n'intéressa jamais ma mère. Elle fut surtout curieuse de l'attachement de son mari pour sa sœur Solange, aussi de la façon dont mamie encouragea leur passion. Mon père lui avait raconté la scène. En haut d'un escalier, le frère et la sœur, amoureux, s'embrassaient sur la bouche, tandis que leur mère les couvait d'un regard bienveillant. C'était une femme spéciale, dont ma mère avait peur. À la mort de son mari, elle avait élevé ses 6 enfants seuls en Bretagne. La veuve de guerre avait la réputation d'adorer plaire aux hommes. On disait que rien ne lui résistait, qu'elle avait un tempérament d'enfer, un penchant féroce pour les pâtisseries, qui l'avait rendue fort grasse, et qu'elle adorait les robes décolletées par où débordait son énorme poitrine. En 1953, au mariage de son fils, elle fut accueillie à Paris chez mes grands-parents maternels, et à peine arrivée, elle trouva mon grand-père très à son goût, l'embarquant pour une tournée des boulangeries du 5e. Me revient le matin où elle s'annonça rue Claude Bernard. De quelle façon l'imminence de son arrivée jeta d'un seul coup tout le monde hors du lit et fit claquer les portes, comme si un vent violent annonçait une tempête. De quelle façon Françoise, saisie d'angoisse, se mit à parcourir toutes les pièces de l'appartement en récitant tout bas sa liste de courses. Et puis la pâleur de mon père qui, 5 minutes avant son arrivée, battit tous les records. Elle, sa mère, capable de précipiter Françoise chez le traiteur dès l'ouverture, allait bientôt surgir en personne sur le seuil de la porte, débarquer au salon, examiner êtres et choses à travers l'œil unique de son face-main, jauger chaque signe de la réussite de son enfant chéri. Pour l'occasion, Béa et moi y passions le week-end. J'avais 12 ou 13 ans. Et pour la première fois de ma vie, je rencontrais la mère de mon père, la légendaire mamie, une femme forte, autoritaire, au visage tartiné d'une épaisse couche de fond de teint, armée d'un face-main derrière lequel son œil devenu énorme m'examina des pieds à la tête. Sans dire un mot, elle revint tranquillement au plateau de petits gâteaux, en piocha 2 ou 3, les trempa dans son thé. Je reçus son indifférence comme une gifle, en même temps qu'elle m'impressionna. Son détachement ressemblait au mépris d'un grand fauve, préoccupé seulement de sa pitance. Je restais immobile, partagée entre la fascination et le dégoût, paralysée par la crainte d'un coup de patte. Il se dégageait d'elle une intolérance dangereuse, aussi dangereuse que son envers,
Mamie pouvait se retourner, s'enticher violemment, assaillir l'élu d'un amour brutal qui lui tombait dessus comme une enclume. Depuis la mort de son mari, Mamie vénérait ses fils, en particulier mon père. Elle avait bâti sa vie au loin, mue par un besoin vital d'échapper à la grégarité de son enfance bretonne et surtout à l'hystérie amoureuse des 2 femmes qui l'entouraient. Plus jeune, sa mère avait fréquenté une église où elle allait avec Solange. Le curé, un homme très beau, les confessait l'une après l'autre. Elles tombèrent toutes les 2 folles amoureuses de lui et le harcelèrent à tel point qu'il y eut un scandale, obligeant le curé à demander sa mutation dans une autre paroisse. Elle devrait, précisa-t-il, se trouver le plus éloignée possible de l'église précédente, devenue pour lui redoutable. Fils élu, mon père avait fui, comme le curé, le plus loin possible d'elle aussi. Avec sa mère, pourtant, il ne fut jamais assez loin. Elle finit par l'enterrer, un matin gelé d'avril 1988. Je la revis au cimetière et ne la reconnus pas. La vie l'avait extraordinairement réduite. Pourtant, même rabougrie, même grise et minuscule, on ne regardait qu'elle. Elle se tordait les mains et pleurait, irrésistiblement lancée dans la démonstration sincère de sa douleur. Quand on amena le cercueil près du trou de terre, elle se mit soudain hors d'elle, les 2 mains agrippées aux poignets. Elle hurla le prénom de son fils, puis, levant la tête, fixa le ciel, déclara qu'elle voulait le suivre, glissa, faillit tomber, entraînée par le poids du cercueil qu'on descendait. On dut la retenir et l'éloigner de force, tandis que Solange, se détachant de la petite foule ahurie par la scène, venait vers elle en ouvrant les bras. Le petit corps secoué de sanglots de ma grand-mère réfugiée dans les bras de sa fille. Reste mon dernier souvenir d'elle.